Bonjour la tricoterie. Ça va? Vous m'entendez un peu? Trop fort, pas trop fort? Les oreilles saignent? Tout va bien? Est-ce que vous allez bien? D'abord. C'est une petite ambiance là, c'est tamisé. Ok, mais c'est bien, c'est bien. On se trouve aujourd'hui pour une première exceptionnelle. C'est la première des Export Talk Show. On accueille des entrepreneurs exceptionnels aujourd'hui, n'est-ce pas Maxime? Bien sûr, bien sûr. On a le top entrepreneurs qui ont l'expérience dans l'export, qui ont soit réussi et fait des grandes réussites, mais qui sont aussi parfois un peu plantés et qui vont partager ça aujourd'hui sans langue de bois. Le but, c'est pas de juste rajouter entre la barrière entre ceux qui n'ont pas encore entrepris et ceux qui ont déjà lancé dans 50 pays, mais justement de partager l'expérience pour qu'on apprenne de ça et qu'on puisse, nous aussi, exporter comme Maxime un jour. Le rêve, non? Le rêve, en toute humilité, le rêve. Et donc, c'est en partenariat bien sûr avec Bruxelles, c'est même pas en partenariat, c'est leur idée à eux. Il y a Katia qui est dans la salle, qui est là. Vous pouvez l'applaudir déjà. Il y a Florence qui est là-bas dans la salle. Vous pouvez l'applaudir aussi. Elles ont eu l'idée. Moi, je m'appelle Thierry. Je gère une chaîne YouTube. Je suis un des fondateurs d'une chaîne qui s'appelle Startup Vie et qui, toutes les semaines, parle d'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez apprendre à entreprendre, si vous voulez entreprendre plus fort, plus vite, plus loin, avoir les meilleurs conseils des meilleurs entrepreneurs de l'écosystème, ceux qui ont tout réussi et ceux qui ont fait des grosses faillites aussi, on parle vraiment de tout. N'hésitez pas à vous abonner. Petit moment promo. On est 3000 pour l'instant. Vous êtes une petite centaine ici. Voilà, un petit like, un petit clic et ça fait toujours plaisir. Qui préfère être ici ce soir que devant le Qatar en regardant un match de foot? Bon, après, j'étais à l'aise, on a Saint-Gilles, la tricoterie, je savais que ça allait être, mais voilà, bien, tout à fait. C'est très bien. Alors, l'export. On va rencontrer aujourd'hui 3 entrepreneurs exceptionnels par le parcours. On va chaque fois discuter avec eux pendant 10, 15, 20 minutes, on s'amuse, mais après, vous serez sollicités, donc écoutez. Il y a quelqu'un qui est derrière son ordinateur là-bas, mais qui travaille sans doute évidemment sur la soirée, mais faites attention, les questions peuvent venir tout le temps, de partout. Donc on espère que ce soit interactif, donc vous n'hésitez pas à interrompre, mais en tout cas à réagir, mais toutes vos questions seront les bienvenues après. Alors pourquoi l'export? C'est un chouette sujet pour nous, parce que pour une fois, les défauts de la Belgique sont vus comme des qualités. Donc il y a un fonds d'investissement londonien qui a dit ce week-end, vraiment en prend dans l'écho, les défauts de la Belgique, à savoir on a un mini-pays. Donc faire un marché que sur la Belgique c'est compliqué, on est directement dirigé vers l'export. Et si tu réussis à gérer l'administratif en Belgique, tu le gères dans le monde entier. C'était ces mots dans l'écho. Et donc, c'est pas vraiment faux. Hein, donc on est là-dedans, on a plusieurs langues officielles. Donc on pourrait pour une fois avoir un petit avantage là-dedans. C'est une semaine spéciale aujourd'hui, c'est la Shifting Economy Week. Il y a une grosse actu export, changement de paradigme ce mois-ci dans l'écosystème bruxellois. Qui a une idée? Une entreprise qui a décidé de... Non, au Bruxelles, tu ne peux pas travailler. Si tu es de Hub, tu ne peux pas, c'est tricher. Une entreprise bruxelloise qui a décidé de changer la façon dont on exportait. Exact. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? Je vous mets dans le fond. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Exactement. Donc ils exportaient le grand export, je ne sais pas si ça se dit ça, mais en tout cas en dehors de l'Europe, et ils ont décidé, ils avaient même une taproom au Japon, et ils ont décidé, soyons honnêtes, ils faisaient 80% de leur chiffre d'affaires en Europe, contraire de la savonnerie, donc on va voir si c'est compatible avec toutes les entreprises, mais ils ont décidé d'arrêter le grand export et se concentrer sur l'Europe, et c'est une façon de montrer qu'on peut réconcilier une économie qui change en transition et l'exportation. On verra comment ça se passe auprès de nos intervenants. Maintenant, je vais enfin, avant que les entrepreneurs viennent, laisser la parole à Katia, qui va venir dire un mot pour Bruxelles. Et vous pouvez, sur son chemin vers la scène, l'applaudir de nouveau parce qu'elle le mérite, évidemment. Déjà, merci pour être tous avec nous. Je m'appelle Katia Giovanetti et je suis avec Florence, account manager exportateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous accompagnons les entreprises. Est-ce que c'est moi qui fais des bêtises? On ne sait jamais. Nous accompagnons les entreprises qui veulent faire le premier pas au-delà de la frontière belge ou qui sont en train de faire la grande exportation et qui n'ont pas encore eu cette idée. Bon, on n'est pas que Brasset Beer Project, donc il y a encore des espoirs pour la grande exportation pour nous. Et à part ça, je voulais raconter la petite histoire de comment on est arrivé à l'ex-export et comment on a accueilli aussi Thierry sur notre idée. En 2020-2021, on a fait les Export Talk. On était tous accolés à l'ordinateur. On avait des intervenants qui venaient parler des 1001 sujets.
Et on s'est rendu compte que moi et Florence, principalement, on avait marre d'être devant l'ordinateur. On voulait que les gens se rassemblent, créent une communauté des personnes qui sont liées à l'export ou qui ont envie juste de partager leurs tips and tricks ou de venir vers nous à nous demander qu'est-ce qu'on peut faire comme région Bruxelles-Capitale. Et donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va les intégrer, on va créer un podium, on prend un canapé. Faisons un talk à l'américaine. C'est bien ça, non? Petite ambition. Voilà. Et après, on a trouvé Thierry. On a trouvé Thierry. Ça va passer comme prévu, mais ça a quand même été une bonne soirée. Oui, c'était un bon choix jusqu'à présent. Non? Et donc, voilà, on est à la tricoterie, c'est la première fois. Il y aura encore pour le 2023, donc je vous incite à nous suivre sur LinkedIn pour voir les prochaines éditions. Et si quelqu'un de vous a envie de partager leur expérience, on est aussi preneurs. Venez nous faire « Ah, la prochaine, j'ai envie d'être sur le podium avec Thierry, c'est bien moi. » Nous, on est preneurs aussi. Et voilà. Et après, je voulais peut-être dire qu'on a une petite boîte des idées. Donc, si vous avez des idées ou des concepts ou des choses que vous voulez qu'on parle ou vous auto-inviter à nos événements, feel free de mettre quelques post-it sur notre tableau. Et voilà. Génial. Je m'en fais. Notre applaudit, oui. Voilà. Merci, top. Merci beaucoup, Katia. Donc maintenant, on va accueillir nos premiers entrepreneurs, Felipe et Mich. Ah oui, bienvenue. Venez. Alors, Felipe Michel, tu dois encore mettre, pardon, c'est pas fini, pardon. Non, c'est du bon matériel, hein, je veux dire, attends. Maxime est venu avec ses savons, c'est t'inquiète, il y a une caisse de savon, donc chacun est venu avec sa promo, il n'y a pas de... Donc vous êtes les premiers invités de la première émission d'Export Talk. Ça va la pression? Wow. Exactement. Bienvenue. Merci. Bienvenue Felipe. Ce que je vais vous demander, alors ici, comme Felipe est très international, il va parler en anglais. Comme moi je suis un peu moins et que c'est une chaîne YouTube en français, on va garder le français. Je vais vous demander, pour choisir qui le fait, de pitcher Amazonia Bio. Je vais vous dire que c'est une boîte, sur LinkedIn en tout cas, mais je ne peux mentir, il y a 14 employés. Il y a 250 fermiers qui vivent grâce à vous, en tout cas qui travaillent avec vous. Il y a... le micro toujours. Comme je le faisais bien, d'accord. 25 pays, vous exportez dans 25 pays, en tout cas c'est ce que j'ai vu un peu avant. Mais moi je vais très mal expliquer, donc ce que j'aimerais bien c'est que vous pitchiez à la salle ce que vous faites, comme si vous étiez devant des investisseurs, et eux après vont vous juger à l'applaudissement. Petite pression. C'est quoi Amazonia Bio? OK. Je parle aussi en anglais ou en français? Tu fais comme tu veux. OK. J'essaie en français, sinon Génial. on change. OK. Bravo, c'est vrai, mais oui. Après 8 ans de Belgique, je suis... T'es obligé, t'es pas obligé. Oui. Voilà. Donc, en Amazonie Bio, on est des petits agriculteurs dans la forêt amazonienne à produire de super aliments. Donc, en fait, on fait de l'açaï, la cérola, le guarana. Ce sont tous les produits très exotiques, mais qui font beaucoup de bien pour la santé et qui sont utilisés ici comme suppléments alimentaires. Et voilà, on a commencé avec quelques agriculteurs. Maintenant, on a plus que 20 000 qu'on aide avec notre travail. Et 20 000, tu dis, non? Oui, 20 000. Oui. 20 000, OK. Oui, parce qu'en fait, la baie d'açaï, c'est notre fruit principal, est de cette taille, donc vraiment très petite. Et il faut beaucoup de baies. Pour faire la purée d'açaï, on fait aussi la poudre et l'huile, etc. Tout ce qui est possible de manière soutenable. Et après l'exportation, donc il faut vraiment beaucoup de quantité. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fermiers pour ça. Ouais. Enfin, impressionnant. Sal, tu es aujourd'hui investisseur. Par applaudissement, qui investit dans la boîte? Voilà. Voilà, c'est un projet social, mais c'est aussi une bonne cause. Oui. Je suis brésilienne d'origine, oui. Maintenant je suis aussi belge. Oui. Et pour moi, c'est très important d'avoir l'opportunité d'aider un lieu que je veux bien préserver, pas pour le Brésil seulement, mais pour tout le monde. La forêt amazonienne, c'est très important. Donc,
Voilà. C'est beau ce que tu dis, hein. C'est Merci. beau, c'est beau. Moi j'applaudis aussi, j'investis. Oui. Et cette salle, voilà, c'est une salle qui est sympa. Felipe, pourquoi vous êtes venu en Belgique faire ça? Well, easy. 10 years ago, once we were choosing the place, where to start our business, we were pretty much decided to come to the Netherlands, where there was Rotterdam and Okay. easy logistics and so forth. And then I came to Brussels. The weather? No. Non, okay. Back then there was Brussels Investment Trade. Ok. And the guy and the people were amazing there. And then there was a guy that used to work there. We ended up being friends. And he pitched me and said, well, look, you can have the same service that you have in the Netherlands, in Antwerp, and have a cool people like here in Brussels that speak French, English. And I said, okay. Deal. Et nickel. Here we go. Yes. Cool. Vous exportez dans plein de pays. Comment vous êtes lancé récemment aux États-Unis aussi? Oui. Comment on se lance aux États-Unis? Oui, Ça veut dire quoi se lancer aux États-Unis quand on est là ici de Bruxelles, démarrer? But how it started? We started firstly in the European Union. So once the main reason that we came to Europe was because Europe is very aligned with the quality and also ESG values that we are able to provide. And sorry, yeah, much better. And yeah, and then we started developing the market here. And once we reached it out, like right now we are in 30 countries. And then one of our customers that just got acquired by a big American company, opened a structure there. And by supporting this German customer, we opened our warehouse in the US. Incroyable. Et comment on passe de quelques pays à 30 pays ou 40, je ne sais plus. C'est quoi la clé pour réussir à exporter Beaucoup de travail. Non, Ça ressemble à quoi, par exemple? Il y a un département sales. Comment c'est structuré la compagnie? Qui va chercher les nouveaux pays, les clients dans les pays? Comment ça se passe? En effet, quand on a commencé ici, c'était seulement moi et Felipe, et on faisait absolument tout dans l'entreprise. Donc, on faisait des ventes, des achats, de tout qui était nécessaire. Mais en fait, ce qui nous a beaucoup aidé d'aller au salon aux étrangers. Donc, on a allé en beaucoup de salons. On connaît tout le monde de Bruxelles, tous les agents commerciaux, tous les attachés partout. Et on a demandé de l'aide aussi, parce que en fait, les attachés, ils peuvent chercher votre client cible dans ce pays-là. Donc, on demande de l'aide. On cherche des industries d'aliments en Pologne. Et voilà, et comme ça, c'est une manière. Et après, les salons, et ainsi en train de chercher en ligne, etc. On a développé une méthode. Et pour ça, on est bien connus dans les salons avec les attachés, comme les personnes qui font la plus grande quantité de rendez-vous qu'ils ont jamais vu pendant un salon. C'est incroyable. Oui, c'est nous. Okay. Et c'est quoi la méthode? Si tu peux balancer un peu le secret, c'est quoi le truc? C'est une propriété intellectuelle. Hein? On peut toujours partager. Yeah, we screen the companies that are in our sector. Beforehand, we search who are the decision makers. We make sure that we contact them prior to the show. We understand what is their demand. We always seek to add value to their business. We fall in love for our prospects and our customers because we are here not only to do our mission, that is empower family farmers in the Amazon rainforest, but also to make sure that they have joy and pleasure on supporting us in the mission. So I think this is the key of pushing now. We are a little bit more than the 30 countries, but yes. Yeah. Ok. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier client international? For sure. Our first client was already international. Was actually
it was inside of Europe, but it was a Dutch client. So in the end, we didn't go to the Netherlands, but the Netherlands came to us because he actually came to Brussels to collect his first goods because we had no logistics whatsoever. It was a indirect export. But yeah, it was an amazing day. We actually sold like one bucket, and it was one of the happiest days of my life. The invoice was 20, 25 euros, something like this. Ça, c'est la première vente, mais c'était incroyable, quoi. Yes. Ouais. Well, that's the most important. I think that whenever we are entrepreneurs, what we have as difference is this courage to go for it, and even if it goes wrong or it goes right, but not necessarily as we imagine, the most important is doing it and learning on the ways, right? So for sure, from there we have much progress. Now we have warehouses here, well, in Brussels, we have in Antwerp, in Rotterdam, in Portugal, and offices also in Portugal and in Brazil, and well, here as well. Et tu parlais d'apprendre justement toute cette expérience. C'est quoi la plus grosse erreur que vous ayez faite? Vous pouvez répéter, s'il So, vous plaît. Je viens de percevoir que je parle anglais. je vais changer de nom. What's the biggest mistake you made during the previous years about exportation? Because now you're here telling your story about the tale about the successful entrepreneur, okay, and we get it. But maybe there was one mistake you can share with the audience that you made. For me, basically, it was not specifically on export. It is always a human resource, because once you are, this is also one of the main thing that you need to learn once you're doing hiring people abroad. It is that there is this culture that is a barrier, right? And then once you, and this, I needed to change completely my mindset from a former banker to become an entrepreneur in Brussels. And yeah, so pretty much was selecting the right people, because once you have the right team, it is, your job is much easier. Yeah. Exact. Et justement, pour recruter des gens à l'étranger, comment ça se passe? Vous passez par des agences de recrutement là-bas, vous créez une société dans le pays, comment ça se passe? Ici, on a deux entreprises, un qui fait des ingrédients pour l'industrie, et l'autre qui fait des produits finis, ces produits finis ici, qui sont des smoothie bowls prêts à manger, sans réfrigération, etc. Donc, ouais, voilà, c'est la promo. D'accord. Et on a engagé des personnes ici à Bruxelles, et c'était toujours notre headquarters, et nous sommes vraiment un grand cas de succès, j'espère. Pour Brussels et pour Bruxelles en général. Et à Portugal, on a décidé d'engager des personnes locales. Mais il y a aussi des manières de faire comme prestation de services, etc. Donc, ça dépend de la durée de personnes qu'on a besoin de la personne. Si on a besoin de long terme, c'est mieux d'emporter à Bruxelles pour faire l'export. On a déjà demandé beaucoup de visas pour nos employés. Et les gens sont prêts à le faire? Oui. Je suis à Lisbonne, au soleil, et tu me dis viens à Bruxelles. Les gens le font? Oui. Oui. En fait, je pense que oui, il y a beaucoup de gens intéressés à travailler ici à Bruxelles. Même s'il y a cette météo, les personnes ne viennent pas pour cette raison. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui viennent pour l'amour. C'est quelque chose que je notais pendant... Oui, c'est incroyable. Les Belges attractent beaucoup de gens. C'est vraiment... Allez, on applaudit, c'est beau, mais oui. Pour l'amour. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent une atmosphère si dynamique et multiculturelle comme il y a ici à Bruxelles. And also a lot of people, they come to Brussels because of the ESG drivers. It's very nice, the mobility and also all the opportunity that Brussels is promoting for sustainability.
And then people, they Google us for our mission, right? Everybody wants to be part of supporting the rainforest. And Exact. yeah, that's also one of the reasons that they come to work for us. Et c'est beau, mais il y a toujours quand même, quand toi tu es bruxellois et que tu y vis, tu vois la ville souvent moins belle que ce qu'elle est, peut-être perçue de l'étranger ou comme vous la vendez en tout cas vous-même. Incroyable, incroyable. Vous avez un conseil à donner à la salle. Ça fait plusieurs années que vous êtes maintenant en train de faire de l'export. Vous avez des gens sur plusieurs fuseaux horaires dans plusieurs pays. Est-ce que vous avez un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne et que vous pourriez donner là maintenant? Yeah, fall in love for your customer, right? That's it's not about your product, it's not about anything. It is pretty much about the value that you can add to make someone else's lives easier. And then if you do it and you are persistent, you're going to succeed it. Yeah. Allez. So in my case, I would like to add that this process of falling in love is also discovering other people's culture. So if you want to export to that country, don't presume something about it. Just go there, go to a business fair, talk with local people, how they do business, what they appreciate, how they communicate, what is the speed of the business. For example, here in Europe, we know it's going to take years to What? work together. Yes. It takes sometimes many years to work together with somebody, especially into food, because food is about trust. And then you buy from people that you trust. And here in Europe, it's like, okay, I like your product. Let me see how you are doing in a few years' time. If you're trustable, you're going to be soon in the market. Okay. So, in the US, on the contrary, is like, okay, you have a product available. I want it now. You have it now. I buy it from you. If you don't have it now, I don't buy it from you. I buy it from this other guy here. So this is the speed of the business, and this is something that you only know by going there and showing up for a business fair, for a business event, creating meetings, asking the attachés, really getting interested into that country, that culture, so you can propose the right solution to the right people. It's a different approach every country, and then it's important to respect that, even in terms of language, even if we all globally speak English, if you know like 3-5 words, in another language, that Show can them. open a person completely. Like I go to Poland, I say, dzień dobry, and everybody's like, yes! So it's Okay. really, that's Easy yeah. business. Okay. Yeah. Learn a few language and then go for it. Yes, if you show that you're willing to make a small effort in the beginning, that shows that actually you're gonna find a way to cooperate with that person in the long term. So I find that this is the most valuable tip I can give. Allez, super, merci beaucoup. Je vais maintenant venir dans la salle, choisir une table au hasard, évidemment, celle-là. Et vous demander à vous, qui a une question pour ces... Ah oui, j'ai oublié ce micro, c'est vrai ça. Qui a une question pour nos speakers? Ouais, c'est bon, voilà. On regarde toujours qui est le plus... J'ai une question assez simple, mais vous avez parlé de plusieurs marchés. Et je voulais savoir si vous avez de l'expérience en Afrique. Et peut-être nous raconter quelques anecdotes sur la manière dont ils travaillent. Enfin, l'Afrique, c'est large, mais peut-être si vous êtes dans un pays là-bas, nous raconter une anecdote de comment ils font du business. Ouais. Afrique, c'est pas encore dans notre liste d'export, donc c'est très triste parce qu'il y a beaucoup de pays là, donc je veux y arriver. Mais en fait, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé dans le super aliment brésilien, je fais la vente. Non, c'est une question qu'on t'a posée, ne renvoie pas le truc ici. On n'a aucun Pas respect, hein. encore. Oh, c'est bien, c'est bien. Amérique du Sud, évidemment, là vous y êtes. Oui. Tu nous as parlé de la différence de mentalité États-Unis et Europe. Est-ce que Amérique du Sud, Europe, est-ce que tu vois des choses? Est-ce qu'il y a des différences de mentalité? Tout à fait, c'est complètement différent. Ouais, en Brésil et en Amérique du Sud en général, on fait beaucoup attention aux relations personnelles. Donc, c'est important d'avoir une connexion personnelle avec la personne. C'est pas seulement business. Donc, c'est important que la personne vous aime comme un individu, comme un individuel, Okay. donc quelque chose de spécifique sur vous, et on peut se connecter plusieurs
plusieurs manières. Par exemple, les foot, c'est toujours une manière de bien connecter avec les personnes d'Amérique du Sud et de faire une connexion. Et voilà, la Coupe du Monde, ça peut être une bonne saison pour faire de l'export à l'Amérique du Sud. Et ici, en Europe, j'ai déjà parlé sur d'être quelqu'un de confiance. Et aux États-Unis, je pense que le plus important, c'est être prêt pour les questions techniques et pour les prix et avoir des produits disponibles. Exact, tout de suite. Oui. Je vais chez Kelta maintenant. Qui a une question? Je vois pas de main. Hop, j'arrive chez toi. Oui. Disons, je voulais demander dans quel pays, enfin, c'est à peu près la même question, mais plus spécifique, dans quel pays l'implantation a été plus facile? Well, if I understood correctly, which country was the Où easiest one le to... produit a été vendu plus rapidement et a eu plus de succès? Basically, because of the location of Brussels, if you, in Belgium, we are pretty much in 2 days everywhere, right? A part of the islands, right? Yeah. And then we do a lot of frozen products. So, yeah, I would say the easiest one is Germany. Right, because they have Schenker. Schenker is a good tip as well for everybody. And there's a transport company that's very good. And yeah, so I would say Germany. And I think countries around Belgium, so Germany, France, the Netherlands, UK, and it's are super are very easy. And most of all, that's important is the location of Belgium in the map. And how fast it is, but great also because we can sell VAT free, right? So it's zero VAT to export to the main countries that are the biggest ones, for example, for our organic sector. So yeah, we are in the organic food sector, so these are the great ones. Thank you. Une question. C'est pour toi. Je la pose juste avant toi alors, vite fait. Quand vous jouez la carte brésilienne, évidemment, ou parfois la Belgique, ça dit quelque chose aux gens, vous allez... Est-ce que, tu vas en Amérique du Sud, la Belgique, ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que la Belgique représente quelque chose? Est-ce qu'il y a... ou non, à part les frites, personne ne connaît rien, ou il y a quelque chose? Chocolat. Chocolat et chocolat. Basically, there are a lot of services here in Belgium that would be great in South America. I've been in contact here with the waffles. There is a waffle exporter guy that is doing good there. But basically, what I think it is the Brazil, it has a lot of import protection. So services, it is one of the things that is very, very raising in the exports between Belgium and Brazil. Gaming as well, but pretty much services. And of course, the biggest beer producer, Ambev, is both Brazilian and Belgian. So it's something that comes to mind to both populations for sure. And I think there is a curiosity about Belgium, and there is much more that can be explored and exposed there than what currently is. But we try to do as much as we can advertisement in Belgium. I mean, from in Brazil, from Belgium. So that's it. Yeah, thanks for your feedbacks and your testimonials. I have two questions that are related. First, does any one of you have background in export? I think you don't. You said you were in banking before. But does anyone have any background in export? And if no, like, how hard is it to get into it and to understand all these custom clearance and yada yada yada? And you know the drill. Well, I studied international business. Yeah, and then once I was banking, I was at the international trade desk, and I was pretty much doing trade finance, so pretty much international funding. And what made me to become an entrepreneur was that by knowing this and seeing people from the Amazon rainforest that didn't have access to the banking system,
that was inspired me to change my career and apply everything that I learned at the bank and supporting those family farmers. And regarding if it is hard to learn the game, right? It is pretty much just like chess, right? You just need to understand a few things, and it's very straightforward. That is also something that I love about Belgium. It is like here the banking system, and they are very transparent. There is no surprise. People are very sharp, and so it just makes it easier once you are negotiating with someone because you know the game, right? So if it is easy, yes, it's like a lot of people, they think that English, it is hard, but it's a language that everybody speaks from, I don't know, China to Brazil. And it's pretty much about international business. There are just few rules that are very logic. And if you want to do it, you definitely do it. But I can say something. It's not about the resources. It's not about the knowledge, the money, the time. It is about being resourceful, right? This is the most important in entrepreneurship, and I think, and about export as well. So I'm a lawyer. I studied law. I was doing contracts, and then when we met, and I'm from the countryside, my family has been working in agriculture, and my willingness to study law was to help people, and I didn't know how until I discovered it was by helping the farmers. I knew absolutely nothing about import-export. And I talked with Felipe, and he was like, most important is Incoterms, and he gave me a little book. And then I read the little book, and I'm the one organizing basically all the exports from Brazil to Belgium and all the imports inside of Belgium, and I do the finance as well for the financial validation and legal validation for the export. So what I can say is that you don't need to know everything. You need to know a lot about your own product, and then ask for help of specialists. You hire a lawyer to verify if your research was completely right, but you don't need to master international commerce to do it. You just need to understand, okay, how do I classify my goods? And what is the best import tax for it, right? And what is recommended? And when we were here in the Flanders region, actually showed us around in the logistics part, but also Brussels when we came for help, and we were in Avenue Louise. They actually took us to the finance ministry here, where we actually made these questions, like we think that these are the right HS codes, can you please check, and etc. Of course, that they cannot commit to anything, they cannot decide for you. That's your responsibility as an importer to be sure of what you're saying. But you can make a study by your own, and you can ask the authorities, and they are quite responsive on that. So every time I had a question in customs, I got it answered. Every time I had a question in finance ministry, it also got it answered, even in English, even by the normal number in the website. Personne ne te croit là dans la salle. Hein. Maintenant, je peux le dire pour tout le monde. Hein, je peux le dire pour tout le monde. Mais tant mieux, incroyable expérience. Mais donc voilà, comme quoi les préjugés. Super. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense qu'on peut les applaudir évidemment un max. Thierry. Et donc maintenant, vous pourrez bien sûr les trouver après la soirée. Ils seront là avec leurs produits. Maintenant, on va faire une petite pause parce que je pense que la nourriture arrive sur vos tables avant le prochain invité. Voilà. Merci. Merci à vous. Et donc maintenant, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, évidemment, pour Maxime et June. June. June, pardon. Excuse. June ici qui travaille pour Bruxelles. Est-ce que c'est correct pour moi? J'ai raison, c'est ça? Tu as raison. Ton titre exact? Donc, très exact ce que je fais. Je suis conseillère business model durable, c'est-à-dire j'accompagne les entreprises
pour devenir plus durables. Donc vraiment dans leur stratégie, faire un plan d'action avec eux pour voir ce qui a le plus de sens au niveau durabilité, parce que c'est un sujet très très large. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect environnemental, mais il y a aussi l'aspect économique. On veut aussi créer une valeur économique, évidemment. Donc c'est un peu, voilà, c'est un chemin à suivre. Et je leur aide pour ce voyage, on va dire. Génial. Maxime, Bonsoir Thierry. qui es-tu? Maxime. Est-ce que tu peux, comme les précédents, te pitcher, et la salle, impitoyable qu'elle est, très peu sympathique qu'elle est, te jugera à l'applaudissement après si elle veut investir ou pas dans ta boîte? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je suis venu ici un peu en dernière minute parce que d'abord, c'était mon associé qui était supposé venir. Mais il y a 2 jours, il m'a dit « Ah, finalement, je ne peux pas venir ce soir. Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit oui entre 2 savons. Et du coup, je me retrouve ce soir filmé en live. Mais je suis très content d'être ici. Merci Thierry. On applaudit quand même. Voilà, oui, bravo. applaudissez. Merci. Merci. Non, concrètement, nous, ce qu'on fait, ça s'appelle les savonneries bruxelloises. Peu de gens le savent, mais il y a une savonnerie qui existe à Bruxelles, qui est située à Laken, et on produit du savon solide depuis 1926. Donc une vieille maison qui produit du savon, mais également du shampoing solide. Et mon associé et moi, Maxime de Villenfagne, et moi-même, on a repris cette société il y a maintenant 3 ans. Top. Par applaudissement, est-ce qu'on investit ou pas dans cette boîte? Pas mal. Donc, les savonneries bruxelloises, 100 ans. Il l'a pas encore dit, mais fournisseur breveté de la Cour. C'est ça le terme? Oui, effectivement, on a repostulé pour avoir le brevet fournisseur de la Cour. On a la grande chance d'avoir le palais qui se fournit avec nos savons. Et donc, on a dû écrire une lettre manuscrite à l'intendant du roi. Si, c'est véridique. Ils sont venus visiter les savonneries et on a été nommé il y a 1 an maintenant. Incroyable. On applaudit. Mais oui, mais oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer, rêver que Philippe, de temps en temps, prend le petit savon, ouvre la petite boîte et se lave avec ça? C'est possible, ça? Alors, je n'ai pas le droit de divulguer les secrets. Ce qui se passe dans les salles de bain de Laken reste à Laken. Évidemment, excuse-moi. Évidemment. Évidemment. Donc, d'abord, on va évidemment parler d'export et de transition. Mais avant ça, tu as quand même un parcours atypique. Si je ne me trompe pas, toi aussi, tu étais chez Deloitte avant d'être dans le savon. C'est une boîte qui a été rachetée. Est-ce que tu peux nous raconter comment on passe de Deloitte au savon? Déjà, en fait. Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours un peu spécial parce que j'ai fait beaucoup de choses avant de me trouver. Pour commencer, j'ai commencé même par l'humanitaire. Donc, j'étais parti en Jordanie, puis en Philippines pour travailler avec une ONG. Et ensuite, j'ai fait effectivement 2 ans de conseil. Et puis par la suite, j'ai même été rejoindre le Brussels Beer Project avec un programme qui s'appelle le Fonds Prince Albert, donc qui envoie pendant 1 an à l'étranger un jeune actif pour développer une entreprise belge à l'étranger. Donc un super programme. Et je suis parti comme ça au Japon, où j'ai ouvert justement le premier bar du Brussels Beer Project à Tokyo. Et puis ensuite, on a ouvert d'autres bars, notamment à Paris. Et puis en fait, la grande question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on passe de la bière au savon. Par habitude, j'ai toujours envie de répondre, parce que les 2 produits mousse, quoi. Et ben voilà. Et voilà, en fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Ah oui, parfois la vie c'est simple, hein, pas non plus. Non, mais pour répondre plus sérieusement à ta question, c'est vrai que ça faisait depuis un petit temps que j'étais en conseil, que j'étais derrière un ordinateur. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a toujours un peu frustré, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ses mains. Le sujet, par exemple, moi, j'ai toujours grandi en ville et j'ai toujours eu ce sentiment ou cette frustration de ne pas savoir comment faire les choses. On va au supermarché, tout est déjà fait, etc. Et tout ce qui est manufacture ou production urbaine, ça m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que ça a toujours été chez moi une espèce de volonté de se dire, en fait, il y a plein d'usines, il y avait plein de manufactures en ville. Depuis les années 50, il y a cette politique d'urbanisme de vouloir mettre tous ces acteurs productifs en dehors des villes. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut ramener, typiquement,
je sais pas moi, on parlait de brasserie, de Brussels Beer Project, dans des villes et créer vraiment des acteurs locaux et qui créent un certain dynamisme de quartier. Et donc il y a 3 ans, quand j'ai visité les savonneries bruxelloises à l'époque, je m'étais dit, mais en fait c'est génial, quoi. Il y a encore des lieux comme ça qui existent à Bruxelles. C'est vraiment trop dommage de les laisser tomber. Et Attends, parce que là, tu parles d'une version romantique qui est belle, mais quand même, quand on rachète, comment ça se passe? Tu viens chez Deloitte, tu veilles, parce que à l'export aussi, on doit racheter des boîtes. Comment ça se passe? Tu savais que c'était à vendre? C'est un cabinet d'M&A qui t'a dit ça, ou c'est beaucoup plus naturel que ça? Comment ça s'est fait? Non, à la base, moi, je ne pensais pas du tout reprendre une entreprise. Ok. J'avais envie d'entreprendre, comme on dit, from scratch, donc de zéro. Et j'avais même à l'époque, je voulais me lancer pour tout vous dire, dans le café, donc rien à voir. Mais voilà, de créer un endroit, une usine de torréfaction à Bruxelles de café. Et donc je visitais des lieux. J'avais envie de visiter, je visitais un peu des différentes usines à Bruxelles. Et c'est comme ça que je suis tombé sur les savonneries, parce que un copain à moi, son père, justement, gérait les savonneries. Et donc je visite l'endroit et je trouve ça génial. Et lui me dit, ah mais voilà, on cherche des jeunes pour reprendre. Parce que voilà, nous, on va lever le pied, j'ai 62 ans. Mais moi, je n'étais pas du tout intéressé. Je me dis, reprendre une boîte, je ne sais même pas comment ça se passe. Donc voilà. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je suis un peu, comment dire, j'ai été un peu piqué par ce projet. Et avec mon associé, on a dit, en fait, c'est génial, il ne faut pas laisser tomber ce projet. Il faut qu'on y aille. Et c'est comme ça qu'on a pu reprendre les savonneries. Alors concrètement, il y a toutes les différentes étapes techniques, mais on a pu aller voir des banques et les banques nous ont suivis pour pouvoir reprendre cette entreprise. Incroyable, hein, quand même. Mais oui. Merci. Oui. Mais bon, soyez pas trop sympa non plus, hein, parce qu'après, il y a une histoire sombre. Hein. Derrière ça, on va y venir. T'exportes dans plein de pays. T'exportais avant, bien sûr, enfin la savonnerie exportait avant que tu arrives. À quoi ça ressemble le département sales chez vous? Il y a quelqu'un d'export. Comment c'est structuré? Parce que si je ne me trompe pas, vous faites 80% à l'export. Oui, tout à fait. Alors, donc 2 choses. La première, c'est que nous, on est une toute petite équipe qu'on a repris. On était, mon associé et moi, les 2 dans le bureau. Donc ça me parlait vachement ce que Michel et Philippe disaient, qu'on fait tout. Effectivement, on faisait les commandes de papier toilette jusque répondre aux sales. Okay. Et donc l'export, effectivement, ça passait par nous. Okay. Et donc pour ta deuxième question, effectivement, nous, les savonneries bruxelloises, on fait 80% à l'export. Ça rebondit aussi un peu sur ce que tu disais en introduction. C'est vrai que la Belgique un peu cette contrainte qui peut être vue comme une opportunité, c'est que c'est un tout petit pays. C'est un tout petit pays, mais par contre, on est super bien situé, quoi. Donc géographiquement, on a plusieurs pays limitrophes dans lesquels on peut exporter et qui sont des grands marchés où il y a vraiment une place à prendre. Et effectivement, quand nous, on fait 80% à l'export, je pense qu'il y a une différence à faire entre le grand export et peut-être l'export européen. C'est-à-dire que nous, on exporte surtout dans les pays européens. Donc voilà, nos plus grands pays, c'est la France, il va y avoir l'Allemagne, l'Autriche. Enfin, on a plusieurs pays qui sont vraiment autour de la Belgique. Et c'est quoi ton canal d'acquisition? Comment tu trouves ça? C'est toujours à façon, c'est ça? Donc tu fais pour d'autres? Exactement. Comment tu trouves tes clients? En fait, comment tu arrives à la conquérir ou en tout cas attaquer la France? Comment ça se passe? Alors, quelqu'un l'avait fait avant toi, mais... Alors, en fait, on a de la chance. C'est qu'on fait très peu de pub, on fait très peu de démarchage actif. On a beaucoup de clients qui viennent à nous par le bouche à oreille. Donc il faut savoir que ça fait depuis 100 ans que les savonneries existent. Ici, on doit avoir des conseils activables. Dire à des entrepreneurs, nous, on n'a pas besoin de démarcher, les gens viennent chez nous, ça ne va pas nous aider. Hein, non, mais c'est vrai que c'est assez terrible, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'on bénéficie de cette réputation. Okay. Et donc, effectivement, les gens viennent chez nous, on doit même parfois refuser des clients parce qu'on n'a pas assez de capacité de production. Donc, horrible, gars, horrible. Je réalise que c'est assez terrible de dire ça, mais on a beaucoup de chance. Mais pour répondre, pour vraiment donner un conseil activable, et d'ailleurs j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est qu'on a fait notamment un salon à l'export. Pareil comme Michel et Philippe expliquaient, c'est vrai que ça nous a ramené un nombre incroyable de leads ou de prospects
pour lancer des nouveaux projets. On était à Bologne et c'est là qu'on a rencontré d'ailleurs Katia, qui est ici dans la salle, voilà, et qui est venue nous voir et donc on s'est bien marré. Il y a même eu un petit drink avec tous les Belges qui étaient au salon à Bologne. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ok, t'as... Et Katia nous a prêté l'aspirateur pour un stand. Elle Et nous a sauvé la vie. donc toi, tu dois gérer de l'entrant, mais est-ce que tu poses la question dans les prochaines années de, ok, vous voulez grandir ou pas, il faut plus de... Comment est cette question-là alors peut-être que vous êtes au max de vos capacités de production aussi, mais comment tu vois le développement si voilà, l'entrant s'arrête un jour, tu dois toi développer, qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, c'est une bonne question. Je pense que nous, on a envie de continuer à développer l'entreprise, à la faire perdurer. Pour nous, ça, c'est super important, c'est de pouvoir garder un peu ce savoir-faire qu'on a ici à Bruxelles et de continuer à le développer. Je pense qu'effectivement, pour revenir sur le grand export, le petit export, on va continuer à se développer en Europe, ça c'est clair. Par contre, effectivement, on réalise que le grand export, par exemple, on a des clients qui sont au Japon, des clients aux États-Unis, qui représentent vraiment une toute petite partie de notre chiffre d'affaires. Mais finalement, on réalise qu'on est mieux à se concentrer plutôt en Europe, car il y a aussi une législation qui est européenne au niveau des cosmétiques. Et c'est vraiment un marché qui est voilà, qui offre énormément d'opportunités. Par contre, voilà, on gardera toujours des petits points. Par exemple, on a eu la chance d'être exposé à l'Expo universelle à Dubaï. On a comme ça des clients, des prospects qui nous ont abordé. Ah, mais on voudrait vendre les savons à Dubaï. C'est quelque chose qu'on a refusé, mais par contre, exposer notre savoir-faire, ça c'est quelque chose peut-être potentiellement qui nous intéresse et qu'on continuera à faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je connais rien en chimie, on en parlait avant là, de venir ici. Un savon aujourd'hui, et j'imagine que ça a évolué par rapport il y a 50 ans, mais est-ce que c'est que des produits chimiques? Est-ce qu'on sait faire du savon écologique? C'est quoi un peu pour après arriver chez toi sur la transition, mais, dis-nous un peu, comment on sait faire un savon écolo, durable? Oui, alors donc nous, on est des producteurs à façon. Donc on a la possibilité de recevoir n'importe qui, par exemple d'entre vous, qui veulent produire un savon pour, je sais pas, pour une marque de cosmétiques ou pour des chambres d'hôtel ou juste pour faire des cadeaux à d'autres entreprises. Vous pouvez venir et personnaliser vos savons chez nous. Et nous, Commande minimum? Alors on a une commande minimum de 1000 pièces. Ok. Donc voilà, à partir de 1000 pièces, on peut vraiment venir personnaliser un savon. Et on a une très grande... notre force, c'est d'offrir une certaine flexibilité. Et donc, par exemple, on a des clients qui viennent chez nous pour avoir des savons qui sont bio, qui sont certifiés. On a différents labels. On a le label Cosmos, le label Éco-Garantie. Okay. D'autres clients viennent chez nous parce qu'ils veulent une certaine couleur, une certaine forme. Donc, on a vraiment tout un spectre de possibilités à offrir à nos différents clients. Ok. June, toi, comment tu fais quand quelqu'un vient chez toi? Est-ce qu'il y a un scan? Tu vois, quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai envie de dans la transition, mais par exemple, j'ai des contraintes industrielles très fortes ou socialement c'est compliqué. Comment est-ce que tu fais? Parce que j'imagine que beaucoup de gens ont envie de dans la transition, mais après ça pose plein de questions philosophiques, mais de business aussi. Il y a des gens qui disent, en fait, je ne serai jamais arrivé. Quand tu reçois une entreprise, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? C'est quoi la première étape Alors d'abord, on va surtout regarder leur business model actuel. C'est un peu un état de lieu, si tu veux. C'est vraiment regarder, OK, ils doivent pitcher pour moi ici. Donc je suis là, OK, je fais le jury. Okay. Et après, on va plutôt discuter de leur challenge actuel. Rien à voir avec la transition économique ou la durabilité, juste leur challenge et justement leur avantage, qui est la concurrence, etc. Et puis, déjà, à ce moment-là, j'entends quelques éléments que je dis, OK, là, j'entends qu'il y a des défis, où justement, il y a des opportunités là. Et après, l'idée, c'est de vraiment avoir une discussion et un brainstorm, c'est un réel workshop qu'on fait ensemble, sur entendre, OK, mais quel est le plus intéressant pour cette entreprise? C'est-à-dire, par exemple, il y a des entreprises où, au début, c'est là, oui, moi, je veux changer mon packaging. OK, mais pourquoi? Pourquoi le packaging? Mais en fait, j'entends qu'il y a aussi un problème là. Quoi, si on change pas le packaging, mais on va plutôt regarder par exemple, la décarbonisation d'une autre manière. Il y a peut-être d'autres actions qui vont apporter beaucoup plus d'impact. Et donc, du coup, c'est vraiment un peu à la tête du client
Donc c'est très différent. C'est vraiment une discussion. Et c'est pas moi qui vais dire ah mais vous devez faire ça et ça ça. C'est vraiment une discussion. Finalement c'est l'entrepreneur que je vais guider vers la bonne idée qui va être la meilleure solution pour leur entreprise. Ok, cool. Maxime, toi, tu as repris une entreprise existante, avec des process existants. Vous avez voulu garder la ligne de production mécanique, de ne pas passer de électronique. C'est quoi, pour toi, le grand défi de la transition par rapport à ton entreprise? Ouais, je pense que c'est un super sujet parce qu'effectivement, quand on voit des startups, je trouve qu'il y a plein de super beaux projets qui ont la possibilité de commencer d'une page blanche. C'est génial et franchement, on les encourage. Ouais, c'est un héritage. Quand on a une entreprise existante, effectivement, il y a plein de défis qui se posent parce qu'on a effectivement des process qui existent, qui sont en place. Et comment est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, doucement shifter ou changer la trajectoire de l'entreprise? C'est pas toujours évident, mais c'est clairement quelque chose qu'on est en train de faire et qu'on va devoir faire, quoi qu'il arrive. Et je pense que je parle pour les savonneries bruxelloises, mais je pense pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, ça va être quelque chose qui va devoir être mis en place, soit par la contrainte, soit par effectivement cette envie de déjà préalablement trouver des solutions. Et alors nous, quand on est arrivé, effectivement, c'est une boîte qui existe depuis 100 ans. On s'est dit, OK, mais comment est-ce qu'on peut innover ? Et alors, on a trouvé un chouette projet qu'on est en train de mettre en place et on va justement communiquer dessus à partir de demain. Mais on a, je vous le laisse. Oh là là. On a lancé un projet avec un hôtel bruxellois, le Jam Hotel. Et l'idée, c'était de dire, ben voilà, il y a énormément d'hôtels à Bruxelles qui soit offrent des savons aux chambres, à leurs clients, et ces clients-là jettent leur savon, ou une fois qu'ils l'ont utilisé, les jettent à la poubelle, ou pire, parfois ils ont juste des contenants en plastique. Et le Jam, après les avoir rencontrés, discuté de la possibilité de créer un partenariat ensemble, on s'est dit, OK, ce qui serait génial, c'est de remplacer tout leur pousse-mousse en plastique par un savon solide, fabriqué aux savonneries bruxelloises, de former l'équipe de ménage. Comme ça, une fois que le client qui est resté une nuit a utilisé le savon une fois, au lieu de le jeter, on le récupère, on va le stocker à l'hôtel et nous, on va récupérer de manière régulière, en vélo, les déchets de savon qu'on va ramener aux savonneries, qu'on va nettoyer, stériliser et on va réutiliser pour recréer du savon. Et donc vraiment être dans une démarche circulaire pour pouvoir, au lieu de jeter un savon qui est encore bon à l'usage, pouvoir le réutiliser et revaloriser ce genre de produits. Allez, on applaudit ça quand même. Mais oui. Est-ce que, on va bien sûr passer aux questions de la salle, mais est-ce que vous avez un conseil à donner, toi, aux gens qui veulent exporter, par rapport à ton expérience à toi, et toi, aux gens qui veulent se lancer dans une démarche de transition, mais qui n'osent pas franchir le pas? Oui, j'ai un conseil, c'est de me contacter. Mon adresse mail, c'est jvanveer@up.brussels. Vous êtes les bienvenus. Génial. Et le tien? Je pense qu'il y avait un conseil qui était donné tout à l'heure, qui était fall in love with your clients. J'aime bien ce conseil parce qu'effectivement, je pense qu'on a la chance de pouvoir dialoguer avec des clients un peu partout en Europe et qui sont, mais en fait, c'est génial, quoi. C'est super sympa d'avoir des échanges avec ces gens-là, de développer un produit, de développer un projet ensemble. Nous, on a des clients avec qui on s'entend super bien et c'est vraiment chouette. Et on a la chance aussi, c'est qu'en tant que Belge, on a un peu une réputation de des gens sympas. Et donc voilà, souvent on nous demande d'aller boire une bière ensemble et ça se finit toujours très bien. Donc, ça fait toujours très bien. Mais quel beau métier. On va déjà vous applaudir. Et on va passer aux questions. Qui a une question? Moi, j'ai une question, en fait. Oh, vas-y, excuse-moi, vas-y. Moi, j'ai une question. Tu parlais justement d'export en Europe et les différents pays. Et je suis très curieuse de savoir jusqu'à quel point la culture et la langue est une barrière, justement, pour faire de l'export. Est-ce que tu vois que dans certaines régions, c'est plus difficile que d'autres? Tu veux dire en Europe? En Europe. Alors oui et non. Je pense que oui, il y a des énormes différences culturelles. Typiquement, on a un client italien où c'est parfois compliqué, mais
non, dans le sens où je pense qu'on est une génération aujourd'hui on est vraiment exposé à l'Europe, c'est-à-dire qu'on a eu tous ces programmes Erasmus, on a eu la chance de voyager, on a la chance d'avoir des émissions, des podcasts qui nous ouvrent un peu à toute cette Europe. Et je veux dire, aujourd'hui, voilà, en parlant anglais, en parlant français, en parlant, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui parlent allemand ou espagnol, on s'en sort toujours. Et j'ai l'impression que justement, c'est aussi une des forces de la Belgique, c'est d'avoir cette facilité avec les langues pour pouvoir dialoguer avec d'autres clients, quoi. Quand tu disais compliqué, le client italien, tu peux un peu expliquer Alors, on attend toujours le chargement du camion. Ils ont commandé il y a 1 mois, mais ils ne sont toujours pas venus chercher. Katia, où es-tu? Oui. On dirait un peu un cliché comme ça, tu vois, mais incroyable. Je pense que tu avais une question, je te donne le micro. Oui, justement, j'ai une question. Donc on parle d'export, etc. Mais si c'est vraiment la manufacture urbaine qui est importante, pourquoi ne pas créer la prochaine savonnerie à Paris, par exemple? Ouais, alors effectivement, je crois que c'est un bon modèle aussi, c'est qu'au lieu d'avoir, je sais pas moi, une méga factory qui serait, je sais pas, dans un zoning industriel en dehors de Bruxelles et pouvoir fournir toutes les villes en Europe, je pense qu'un modèle de développement, c'est de créer des espèces d'antennes ou des espèces de petites usines locales en ville. Moi, j'y crois à fond à ce genre de modèle. Je pense que c'est pas facile parce que l'immobilier ou des espaces de production en ville, c'est toujours assez contraignant. Mais je suis certain que voilà, lancer une savonnerie à Lille, je sais pas moi, les savonneries lilloises ou les savonneries à Charleroi, ce genre de choses pourraient tout à fait fonctionner. Et effectivement, c'est aussi un modèle de développement et de croissance. Merci. Question. Très pertinent. Il y a dans les villes les plus chères, tu dis Londres, Paris, il y a encore des industries à l'intérieur de la ville ou ça c'est terminé? Alors, donc pour parler moi de l'industrie que je connais, donc pour les savonneries, il y en a très peu. Il reste encore une grande ville qui est Marseille, à laquelle il y a encore quelques savonneries. Mais sinon, effectivement, c'est extrêmement rare. Alors que avant, dans les années 50 ou dans les années 30, il y en avait énormément. Aujourd'hui, on remarque qu'il y en a de moins en moins. Ok. Est-ce que quelqu'un a encore une question? J'arrive là-bas. Moi, j'ai une question pour June. J'aurais voulu savoir avoir un peu une overview du nombre d'entreprises que tu accompagnes par année qui ont une volonté de démarche dans le sustainable et dans la durabilité, pour un peu voir quelle est l'impulsion de Bruxelles, des entreprises bruxelloises dans le domaine. Je trouve ça intéressant. Alors, d'abord, c'est très différent parce que quand j'accompagne les entreprises, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 20 heures sur plusieurs mois. Donc déjà, ce qui est top, c'est qu'il y a déjà une volonté. Les entreprises qui viennent vers moi, c'est déjà parce qu'il y a une volonté de faire cette transition. Mais pour donner un nombre d'entreprises, comme je dis, en fait, quand on va travailler sur la stratégie, vraiment regarder la stratégie de durabilité, on travaille sur plusieurs mois, ce qui est pour moi différent de se dire « Ah, mais j'ai une question sur la transition économique ou sur la durabilité » et ça prend 1 heure. À peu près, je reçois plus de dizaines de demandes par semaine, ça dépend un peu. Ce qui est très chouette. Après, c'est un nouveau service chez Hub. Donc déjà, on n'a pas encore énormément de visibilité et l'idée, et c'est pour ça que c'est chouette d'être là ce soir, c'est justement d'en parler et de faire en sorte que les entreprises soient au courant que ce service existe, parce que c'est justement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de 2030, dans la région bruxelloise, on regarde à que les boîtes soient exemplaires niveau transition économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit elles sont en route vers la transition économique, soit elles le sont déjà durables. Et donc, toutes celles qui ne le sont pas encore, la région bruxelloise a décidé de ne plus les accompagner, donner des aides de subsides. Donc, c'est très, très important. En fait, on veut vraiment motiver les entreprises de devenir motivées, engagées. Donc, ça va devenir de plus en plus important.
Mais aujourd'hui, c'est encore intéressant parce qu'il n'y a pas encore 1000 entreprises par jour qui se sont rendues compte qu'en fait, il y a ce service et on doit travailler dessus parce que ça devient important. Donc c'est le moment, j'ai envie de dire. Moi, je suis très content parce que je ne connaissais pas, mais demain, je t'envoie un email. Voilà, demain, Oh là c'est pas là, mal, hein. oh là là. Allez là-dessus. Je vais regarder on mon applaudit, agenda. on applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner votre table. Si vous avez 1000 savons à commander, ben c'est Maxime, il est là. Atata x 1000, voilà, un truc sympa pour commencer. Mais donc, quand on est particulier, on peut acheter via le site. Des boîtes de 1, 2, 3, Alors 4. oui, et j'en profite aussi pour faire mon moment pub. On va ouvrir une boutique. On a déjà une petite boutique pop-up dans les Galeries Royales. On va offrir aussi un petit stand au shopping de la Wolu. Et là, vous pouvez acheter nos beaux savons en tant que particulier. Voilà. Génial. Un très beau cadeau de Noël. Merci. On va accueillir maintenant Barbara et Sébastien. Barbara est là, Sébastien est de là. On peut les applaudir, mais oui, oui. Alors c'est bien, c'est qu'on va rester dans l'alimentaire et ça c'est chouette. Barbara, est-ce que tu peux nous dire ton titre exact chez Hub? Alors, moi, je suis co-manager, parce que j'ai un collègue qui a le même titre que moi, Ok. de la Business Unit Internationalisation et Innovation. Très, très sérieux. Très, très sérieux. Oui. Non, c'est pas vrai. Très chouette. Sébastien, boîte. Exactement. La casquette est là. Est-ce que tu peux pitcher un parterre d'investisseurs qui, à la fin, peut dira ou non s'il veut investir? Quel est ton projet? Alors, boîte, c'est une boîte réutilisable pour les pizzas, les quiches et les tartes, faites entièrement en Belgique, du côté de Liège. Voilà, simple. Par applaudissement? Oui, mais oui, oui. On a tous en tête ces boîtes de pizza, ça rentre même pas dans la poubelle, voilà, exactement. Et là, quelqu'un a trouvé une solution. Mais t'avais pas une démo? T'avais pas... Maintenant que tu le dis, oui, et c'est là-bas. J'ai oublié de la prendre. Quelqu'un, tu peux lui amener ou quelqu'un lui amène gentiment? Je vais vite aller chercher. Ok, personne ne voulait t'aider, j'ai vu ça, qu'il n'y avait pas de... Les gens étaient inquiets. Là, voilà. Je sais pas si on m'entend encore. Voilà qu'on a police encore là-dessus, on a envie de se faire un truc, mais oui. Pardon, pas devant toi. Alors bon, déjà, on est obligé de te demander ça. Donc toi, ici, on a un projet qui est à son démarrage encore. Micro exact, merci beaucoup Mehdi, mon producteur est impitoyable. Une boîte qui démarre encore. Raconte, elle est venue d'où cette idée? Alors, c'est lors d'un voyage en Italie, il y a presque 3 ans maintenant. J'étais dans un petit village à déguster ma petite glace en famille. Et puis, j'ai voulu jeter ma serviette à la poubelle. Et là, je suis tombé face à une poubelle qui avait une ouverture anormalement large pour moi et pas très haute. Et donc, j'en ai déduit, tiens, c'est une poubelle faite pour les cartons de pizza. Et de là est venue toute une réflexion. Tiens, mais en fait, c'est dingue. Ici, il y a tellement de cartons de pizza qu'ils ont même leur propre poubelle. Et donc j'en ai parlé à ma femme pendant les vacances. Elle m'a dit c'est pas le moment. Donc quand je suis revenu, quand on est revenu de ça, j'aime beaucoup vacances, parce qu'on dit toujours ça, tu vois. Oui, mais moi, sans elle, sans lui, j'y serais jamais arrivé. Il m'a aidé depuis le début. Ben là, elle a dit non. Hein, ouais, c'est les vacances. Elle m'a aidé. Calme. Rendons-lui ça. Elle m'a aidé après, mais là c'était les vacances. Et donc quand on est revenu de vacances, j'ai recherché, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y avait d'autres solutions qui existaient. Et puis j'ai rien trouvé de vraiment. Il y avait une tentative. Et donc, quand tu as tapé dans Google boîte à pizza réutilisable? C'est ça. Je l'ai même fait en anglais. Et donc pardon, c'est là que j'ai trouvé. J'ai fait les deux. Et puis j'ai trouvé cette solution américaine, mais qui a l'air de s'être arrêtée. Et puis je me suis dit tiens, je vais essayer de mon côté, quoi. Ok, essayer de te compter, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer l'outil, voir s'il y a un marché. Comment on teste une idée un peu folle, quand même, comme ça, dans un pays où j'imagine qu'on consomme beaucoup de pizza? Combien de pizzas on mange en Belgique chaque année, pardon? En tout cas, c'est 16 millions de cartons de pizza qui sont utilisés chaque année, juste pour les pizzas. Pas chez Et nous. donc, faut pas oublier, en Belgique, juste en Belgique. Dans le monde, c'est 4 milliards. Ah. Donc, il ne faut pas oublier qu'ici... Combien t'as dit dans le monde? 4 milliards. Donc, Ça, j'adore ça. Vous l'avez vu, vous avez dit, ouais, j'y crois pas trop dans une boîte à pizza. Et là, 4 milliards, bam, là, il y a un marché. 4 milliards? Ouais. Et donc, là, on parle juste des pizzas, mais c'est aussi valable pour les quiches et les tartes. Donc, quand vous allez dimanche chez Papy Mamie, c'est aussi une bonne occasion de prendre la boîte. Ok, et toi, tu as très vite venir voir, tu as été voir un collègue de Barbara. Par ailleurs, dans la salle. Qui est là?
Dans la salle, Frédéric. Ah, où ça, Frédéric, il est où? On applaudit Frédéric, mais oui, oui, oui. Et toi, tu t'es dit, ok, j'ai inventé un truc de dingue, il faut breveter, c'est ça? Exactement. Ou c'est eux qui t'ont dit? Comment c'est cette idée d'abord de... Non, en fait, tout se fait lentement. Ça a été étape par étape, hein. Donc, il y a faire un premier prototype, faire d'abord un sondage, pour répondre vite à ta question précédente, oui, faire oui. un sondage pour voir est-ce que ça intéresse les gens. Là, j'ai bazardé ça sur les réseaux sociaux, dans plein de groupes Facebook où je connais personne. Comme ça, j'avais pas juste des avis positifs, c'est génial, vas-y fonce. Oui. J'avais des avis neutres. Et donc là, j'ai eu 450 réponses, 90% de gens qui étaient favorables à cette idée. Donc je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis premier prototype, échec. Mais l'idée, il y avait une idée qui était bonne là-dedans, que j'ai gardée, c'était qu'elle se plie pour aller au lave-vaisselle. Voilà, et donc j'ai continué dans Qui cette paye? idée. C'est moi qui achète ça? Parce que je vais de conscience, c'est le restaurateur. C'est quoi le business model derrière? Les deux. Donc Ok. le particulier peut acheter, mais les pizzaiolo ou les boulangeries peuvent l'acheter aussi. Et donc il y a des formules maintenant de leasing, d'abonnement, de location. Formule de leasing. Ouais, avec juste... Cette soirée est incroyable, non? Cette soirée, elle est incroyable. L'entrepreneuriat, c'est sans limite, d'accord? Il y a des maintenant du factoring financier pour que les gens... Incroyable. Et est-ce que tu peux nous raconter quand tu as été voir le premier pizzaiolo Ouais, qui fait des pizzas depuis 30 ans? Ouais. Et tu lui as dit, écoute, j'ai une idée. Ouais. On va remplacer ta... Comment ça s'est passé? Non, alors j'ai été encore avec les plans 3D. Et donc Ok. je voulais lui faire approuver le modèle. Je voulais lui demander, tiens, est-ce que tu as besoin d'une butée quand tu viens avec ta pelle pour lâcher la pizza dans le carton? Est-ce que tu tapes sur le carton ou pas? Il fait, non, 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 pas besoin et tout. Ok, génial. Donc l'idée, elle est bien. Et alors, véridique, oui, mais tu sais ce qui serait mieux? Tu fais le même design, mais en carton. Et ça, c'est malin. Et voilà, et j'étais pas convaincu de son idée, et donc j'ai continué dans mon sens. Mais donc, ouais, c'était lui voyait plus l'aspect, ouais, c'est un changement de design, et c'est rigolo, et c'est beau, et voilà. Mais il voyait pas l'utilité. Donc, voilà, je n'ai plus été voir ce pizzaiolo. Mais une belle expérience Voilà, on client s'est d'aller bien voir un marré, peu ouais. le truc. Et alors pour revenir au brevet, donc tu brevettes. Alors où ça, pourquoi et comment ça se passe? D'abord, étape 1, breveter ça au niveau européen, belge, pardon, pas du tout européen, au niveau belge. Et donc, j'ai du via-via. En fait, je suis tout seul dans le projet boîte. Et donc, tout ce que je fais, c'est du via-via. Ok. Et donc, là, quelqu'un m'a dit, va voir ce cabinet, ils font ça. J'ai été voir ce cabinet, ils faisaient ça, bien. Et donc, on a lancé la procédure pour le brevet belge. Et puis, par après, on a lancé la procédure pour le brevet européen. Brevet belge, combien ça coûte? Wow, on est sur, on est sur 2005 ou entre 2005 et 3500. Ok, encore abordable. Ouais. Brevet européen. C'est plus ou moins pareil, en fait, mais c'est ou peut-être un tout petit peu plus cher. Donc les montants sont pas astronomiques, mais en tant que start-up qui se lance et voilà, Bien sûr. en fait chaque montant est vraiment incroyable. Et Oui. puis on a. Et là, tu as des aides. Exactement, on a la chance et Grâce à Frédéric. C'est le seul conseil que je peux donner à tout le monde. À Bruxelles, il y a des aides dans tous les sens pour les entrepreneurs qui se lancent. Tu peux répéter la phrase différemment, pas dans tous les sens, mais nous sommes fort soutenus à Bruxelles par l'entrepreneuriat. Merci Madame la Ministre. Mais merci Bruxelles en tout cas, parce Voilà, que oui. parce que voilà, il faut, mais il faut le savoir. Oui. Après, c'est des procédures qui sont parfois longues. Et voilà, mais ça vaut le coup. Toi, tu as un truc sur le brevet qui est assez intéressant. Tu as une erreur, mais qui va aider plein de gens à ne pas la faire. Brevet européen, ça ne s'est pas passé comme tu l'avais imaginé. Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ou comme erreur qui ne faudrait pas reproduire? En fait, j'ai demandé, il faut tout faire dans l'ordre. Et là, pour l'Europe, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. Donc, vu que j'avais commencé la phase brevet belge, j'ai continué en fait la suite logique du brevet belge pour amorcer le brevet européen. Et ici, je suis parti dans le mauvais sens, et donc j'ai continué les démarches. J'ai fait la suite logique Belge-Europe sans faire ma demande officielle à l'Europe avant. Et donc, ils ont refusé ma demande de subside parce que j'avais entamé la procédure de demande de brevet européen sans avoir fait l'appel à l'aide de l'Europe avant. D'accord. Donc, voilà, il faut donc d'abord... les étapes. Exactement. Briser ça. Barbara, quand on a une idée, on vient avec une idée comme celle-là, toi, il y a un service que je ne sais pas du tout, tu peux aider à trouver
qui sera le partenaire, voire un concurrent, c'est ça? Tu peux regarder sur le marché international pour identifier ça? J'ai compris ou j'ai rien compris? Tu me regardes, j'ai rien compris. Non, non, tu as compris, mais il y a un petit chemin. Donc Ah, là, d'accord. l'aide, Frédéric avait donné des conseils, effectivement. Oui. Ce qu'on fait aussi, c'est avec des idées de ce type qui sont vraiment géniales. Nous, on facilite l'identification d'opportunités d'introduction d'un produit innovant ou d'un service dans les marchés à l'étranger. Et donc, c'est une partie de faire de l'exportation, c'est clair, mais par le biais des collaborations transnationales qualifiées. Donc, on aide l'entreprise à identifier les clients ou les partenaires à l'étranger et entamer des collaborations basées sur les transferts de technologies, l'innovation ouverte, les recherches et développement. Et donc, on est en parallèle de la démarche export qui est faite par nos collègues de la Business Unit Export. Et donc, on dit toujours aux entreprises, exploiter, utiliser les deux services, c'est parce que vous aidez vraiment. C'est toute une série de mécaniques qu'il faut utiliser, ils sont là. Ok. Et quand un entrepreneur vient avec une idée aussi folle que celle-là, parce qu'elle est géniale, mais c'est aussi un peu fou, vous allez dans le sens de l'entrepreneur ou vous pouvez le challenger ou si l'entrepreneur y croit, vous y allez, quoi. Non, ça fait partie de notre métier de les challenger. Dans les challenger, c'est pas pour les bouts de les challenger allez, méchamment, mais c'est vraiment de dire il faut vraiment se rendre compte si ça tient la route. Et donc, c'est là qu'on travaille en tandem avec nos collègues qui peut-être ont déjà vu l'entrepreneur pour un développement au niveau local. Et nous, on intervient pour faire monter en puissance, en sachant qu'on a une panoplie de services qui ouvrent les portes de l'Europe, mais pas uniquement, parce qu'avec les réseaux auxquels nous appartenons, on couvre plus que 60 pays. Et donc, les réseaux auxquels nous appartenons. Auxquels nous appartenons. C'est un peu société obscure comme ça. J'ai été exporté moi aussi. C'est ça. L'Italie, ça s'entend. Et donc, voilà, on appartient à des réseaux européens et qui sont beaucoup plus larges que l'Europe. Donc là aussi, il y a toute une panoplie de services de durabilité, digitalisation, partenariat international. Ok. Cool. Sébastien, toi, donc, je disais, tu as un projet qui démarre encore. C'est quoi voilà, ta prochaine grande étape pour l'année prochaine? Est-ce que tu as une idée de go-to-market? Tu nous parlais de leasing près de Zelo, mais voilà, maintenant, tu dois choisir une voie, j'imagine, pour commercialiser ton produit. C'est quoi ton feeling? Comment tu vas faire? Là, c'est reprospecter. Donc là, je viens d'avoir la V2 de la boîte. En fait, ça, c'est ce que vous avez là sous les yeux. C'est une nouvelle version que j'ai depuis 10 jours. Donc, en fait, cet été, il y a eu les premiers professionnels qui les ont eus. J'ai eu les premiers retours. Donc, on a fait la première amélioration. Donc, maintenant, je crois vraiment avoir le produit idéal en fonction des vrais retours des professionnels. Et donc, maintenant, c'est aller reprospecter. Il y a des nouveaux secteurs qui sont arrivés face à moi auxquels je n'avais jamais pensé. C'est les campings. Ils ont les pizzaiolo en général, ils ont les pizzerias qui sont en général dans le camping même. Et donc ça a tout son sens d'avoir une boîte réutilisable à ce niveau-là. Donc demain, par exemple, je vais à Bordeaux rencontrer 25 directeurs de camping pour voir si ils sont intéressés ou pas. Incroyable. Et là, oui, on peut l'applaudir. Et dans une démarche de ce type, c'est toujours bien protéger ses intellectual assets. Et donc, voilà, vu qu'il y a du gros travail fait en amont version 2, et là, c'est Frédéric qui intervient. Je vais peut-être être viré pour les prochaines émissions, mais il faut protéger ou il faut d'abord avoir 100 clients? Ou pas vu dans la mare? Ou la polémique? J'y vais. Pas protégé, mais pas protégé au niveau du brevet. Mais là, Frédéric, peut-être, il est mieux placé que moi. Il faut quand même ne pas dévoiler l'entièreté de tous ces secrets, parce que sinon, c'est faire copier, je pense. Et toi, Sébastien, choisir 100 clients ou un brevet européen? 100 clients qui achètent combien de boîtes? Écoute, je ne suis pas... Non, mais le brevet européen, je l'ai, c'est juste que je le paye plus sans avoir de subside. Donc voilà, ça, je l'ai d'office, donc je vais dire les 100 clients. Allez, c'est beau ça. On peut applaudir, évidemment, le trajet. Et je vais venir
dans la salle pour les 2 dernières questions. Qui a envie de se lancer? Quelle table a encore été très, je dirais, discrète depuis le début de la soirée? Cette table-là, il me semble. Hein. Pas de questions. Un sourire, évidemment. Une écoute attentive. Hein. Tout ce qui est protection intellectuelle, c'est tout ce qui est, par exemple, par rapport aux ingrédients. Et là, il faut faire attention parce que, enfin, on a l'histoire un peu Coca-Cola où il faut... voilà, Coca-Cola n'est pas breveté. Pourquoi? Parce que des fois, il faut justement dire ce qu'il y a dans la recette. Et donc, elle peut être facilement dupliquée par la suite. Et donc, c'est de trouver un équilibre finalement entre voilà, ce qu'il faut divulguer et pas divulguer. Et c'est ce qu'a dit Barbara à la fin. Et c'est un peu la conclusion qu'il y a en tout cas dans ce type de marché. Voilà. Très, très bien sorti. Bravo. Est-ce que c'est... Oui, vas-y. Petite question. Pour quand les boîtes sushi? Ah, 8 milliards annuels, ça. On me l'a demandé, mais je vous avoue que là, d'abord, je vais me concentrer sur un secteur et puis on verra après. Alors, cette table aussi était très discrète. On a Laurent ici parmi nous, qui est un des fondateurs du Startup Studio à Impact, BeFounders. Voilà, promo que je lance là ici comme ça gratuitement. Financé par Pete Colroy, tout ça. Donc on a quelque chose de lourd. Tu as un jeune projet devant toi, un jeune porteur de projet devant toi, pardon. Je vais y arriver. C'est quoi ton conseil? Est-ce que tu as entendu? Je crois que les conseils qui ont été donnés précédemment, ils sont géniaux. Hein. Tomber amoureux de son client et ton étonnement par rapport aux savonneries qui recevaient les clients. Je crois que c'est ça la recette. C'est pas pour rien que les clients viennent chez eux, quoi. Ils sont bien servis. Donc, alors ça, c'est un sujet compliqué, hein, parce que tu viens bouleverser une tradition. Le mec voulait son truc innovant, mais en carton. Ok, c'est pas pour rien. Et puis, il y a un petit truc qui est aussi qu'il va falloir craquer, c'est que tu viens avec un support qui ressemble à du plastique, si je ne me trompe pas. Là, il va falloir trouver une réponse. Ça serait peut-être ma question, en fait. C'est ça. Ouais. La matière que tu utilises là, comment est-ce que tu la justifies? Et bon, et Thierry, toi, tu me demandais des conseils, mais je dirais, voilà, tu es dans un domaine émotionnel. Ok, la bouffe, la table... la communauté, donc tu dois particulièrement être dans des relations d'amour avec tes clients. Je crois que ça, c'est une recette pour que ton plat fonctionne. Donc oui, en fait, c'est du polypropylène. La matière choisie, c'est du polypropylène, donc c'est une sorte de plastique. Et pourquoi on est parti là-dessus? C'est parce que au début, j'avais trouvé un petit pot pour bébé, en fait, fait aux États-Unis, qui s'était bien dit recyclé et 100% recyclable. Donc je me suis dit, ça c'est génial, c'est ce que je veux. C'est un truc où on ne crée pas de matière, on réutilise. Et donc on a... Enfin voilà, c'est juste parfait pour moi. Ensuite, je me suis renseigné auprès de l'organisme européen du plastique qui m'a dit ce que vous avez trouvé là et qui est vendu sur un site bio en Europe, c'est illégal. Donc c'est en Europe, pour l'instant, ce n'est pas possible d'avoir du PP, donc du polypropylène, recyclé qui puisse être en contact avec des aliments. Ensuite, je suis quand même parti sur ce matériau-là parce qu'il m'a dit que dans les années à venir, ils allaient essayer de changer cette loi au niveau européen pour pouvoir recycler encore plus de PP. Donc ça, c'était à ce niveau-là pourquoi j'ai choisi ça. Ensuite, il y a 2 autres arguments. C'est qu'il n'y a pas de transfert de matière entre le contenant et les aliments. Donc il n'y a pas de danger pour nous. Il est 100% recyclable. Et à chaque fois qu'il est recyclé, donc on peut en faire des pare-chocs, on peut en faire des pare-chocs de voiture ou d'autres choses, des tuyaux d'évacuation d'eau et tout. À chaque fois qu'il est recyclé, il n'y a pas d'émanation toxique pour l'environnement. Donc il y avait tous ces facteurs-là qui étaient importants pour moi. Et pas dangereux pour la santé. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Enfin bon, en tout cas, c'est pas dangereux pour la santé non plus. Dans des notions techniques, viens avec, je sais pas, une de tes valeurs ou ta vision. Parce que directement, tu fonces sur le polypropylène. Et je sais pas, moi j'ai envie de savoir comment, vers où tu te diriges ou quelles sont les valeurs que tu défends pour me parler au cœur plutôt qu'à mon cerveau gauche. Ok, très bien. Si je peux attaquer le cœur, je vais attaquer le cœur du côté de Liège parce que ici tout donc a été fait du côté de Liège. Donc les moules qui ont servi à donner la forme et l'injection est faite aussi à Liège. Donc je reviens juste avec ce côté du côté recyclé, PP recyclé.
c'est qu'à long terme, donc, du coup, moi, j'espère avoir cette boîte qui soit faite en, justement, PP recyclé et continuer là-dedans. Mais on peut en parler plus longtemps après, avec plaisir. Merci. Du coup, je reprends le micro pour reposer une question. Je voulais poser une question à Barbara. C'est aussi un peu dans la même lancée que celle que j'avais posée à June. C'est plutôt, on a parlé de brevets aujourd'hui, qui font partie de certaines des impulsions que l'Europe a mises en place aussi pour aider les entrepreneurs dans le durable. Est-ce qu'il y a d'autres tips and tricks, d'autres pistes dans les grandes lignes qui seraient intéressantes à suivre pour les entrepreneurs qui aujourd'hui ont, comme Sébastien, des projets un peu dans le durable et innovants? Voilà. Une chose simple. Oui, il y a sans doute des pistes qui concernent par exemple des activités de recherche et développement, parce qu'il y a du financement européen, même à la limite pour financer une partie d'activités de ce type. Il y a tout ce qui est la facilitation et l'accompagnement qu'on offre pour faire passer les entreprises des secteurs traditionnels vers une digitalisation qui permet de faire avancer, de rendre leur business encore plus concurrentiel. La protection des intellectual assets, parce que voilà, il y a plein de travail que les entrepreneurs font pour monter un business et le faire avancer. Donc, il faut, tout en restant dans l'esprit de la collaboration, il faut quand même protéger les bonnes idées d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que les brevets. Et l'identification de bons partenaires, partenaires ou clients à l'étranger, parce que, bon, on l'a dit plusieurs fois ce soir, Bruxelles et la Belgique, c'est un petit pays, mais bien positionné géographiquement. Donc, aller tout de suite au-delà de la frontière, c'est relativement facile. Mais à nouveau, on sait par expérience que les entrepreneurs sont au four et au moulin. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, si on peut les aider à préqualifier l'interlocuteur, disons, ciblé et souhaité, soit souhaité pour une offre que pour une demande de collaboration, ça, c'est une réflexion stratégique à faire et on peut les aider à la faire ensemble. Bonjour. Moi, je voulais revenir du coup sur le produit que vous nous avez montré parce que ça m'intrigue énormément. Mais je voulais savoir comment vous concevez du coup ce produit. Est-ce que vous le concevez en termes de produit ou en termes de service? Et si vous, parce que vous nous avez parlé par exemple de leasing et d'autres services comme ça, si vous le concevez en termes de service, comment vous gérez la chaîne d'approvisionnement, le nettoyage, la récupération et le recyclage de ce service ou produit? Alors non, pour l'instant, c'est pas du tout un service. Donc pour l'instant, je vends ça à donc aux professionnels ou aux particuliers. Ils sont responsables de leur boîte. Je propose pas moi de solution de nettoyage, de récolte et tout, parce que pour l'instant, il y a la moitié des clients sont en Belgique, l'autre moitié sont en France. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir et puis j'en ai pas énormément non plus, de pouvoir aller récupérer chez tout le monde. Voilà. La solution du leasing, c'est une solution pour essayer de diminuer l'investissement de base du pizzaiolo. Si un pizzaiolo achète 100 boîtes, il en a quand même pour 1 300 € plus ou moins à payer. Et donc la solution de leasing, c'est on est à 1 € par boîte par mois. Il doit prendre pour ça minimum 50 boîtes. Donc pour 50 € par mois, il a 50 boîtes. Et en fonction de ça, lui alors gère une consigne auprès de ses clients. Et donc, il demande cette consigne à ses clients. Et voilà. C'est ça que j'essaye de me diriger le plus possible vers cette situation-là de leasing, parce que alors je peux, moi, imposer, via un contrat que j'ai avec eux, cette consigne de 10 € aux clients. Parce que là, pour l'instant, les pizzaiolos ou les boulangeries qui ont acheté des boîtes, ils peuvent un peu mettre ce qu'ils veulent comme tarif. Et donc, à un moment, on va arriver à un moment où quelqu'un pourra aller chercher une boîte à la pizzeria, il va payer 10, et puis aller la ramener à la boulangerie qui est 300 mètres plus loin, et là, il va récupérer 15. Et donc, il va y avoir
il n'y a pas d'uniformité et il va y avoir des problèmes du coup avec certains de mes clients, à moi, les professionnels, qui vont dire ouais, mais en fait tout le monde vient prendre chez moi, mais il les redonne là-bas, donc moi j'ai plus de stock et enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de tout uniformiser comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Okay. Écoute Sébastien, Barbara, un grand merci pour ça. On peut encore les applaudir, évidemment. On a eu ces 3 partages d'entrepreneurs qui étaient fort différents l'un de l'autre. J'aimerais évidemment qu'on les remercie encore une fois, ces 3 entrepreneurs qui sont venus ici, ces 4 entrepreneurs qui sont venus, et les gens de Bruxelles qui sont venus sur scène partager leur expérience. Un peu d'applaudissements pour eux. Mais oui. Vous avez aussi été super, on va pas se mentir. Il y a eu du soutien, il y a eu peu de critiques. Il y a vraiment un public très très sympa pour les entrepreneurs qui sont là. Merci à vous, c'était le numéro 1, c'était le numéro pilote de l'émission. J'espère évidemment que vous avez passé une bonne soirée. Ouais, merci. C'était vrai là-bas et forcé ici, mais j'ai aimé quand même l'ambiance générale. Et maintenant, est-ce que je t'appelle ou je t'amène un micro? Okay, et donc je vais maintenant laisser conclure Florence ici, qui vous voyez, mais fait 1000 souffrances pour que cette journée, cette soirée existe et que vous soyez bien là-dedans, qui a été de tous les détails, de toutes les organisations. Wow, t'es sûr? Oui, mais là, t'es dingue, c'est l'autre qui va casser, là. Voilà, cascade en direct. Bonsoir. Rebonsoir. Mais donc voilà, merci beaucoup pour votre présence. On espère que ça répond à un besoin ou à une envie, en tout cas, chez les entrepreneurs et les entrepreneuses bruxellois et bruxelloises. Voilà, comme Katia l'a dit tout à l'heure, Katia, où es-tu? Là-bas. Comme Katia l'a dit tout à l'heure, nous, notre boulot à toutes les deux, c'est d'accompagner les boîtes qui ont envie de passer le pas de l'international. On vous a bassiné avec ça toute la soirée, donc je pense que vous le savez déjà. Mais si vous avez des questions, si vous avez envie voilà, simplement de venir avec vos idées, vos challenges, etc., et de nous en parler pour qu'on puisse vous aider, apporter des solutions, vous rediriger vers d'autres personnes, on est là. Il y a une petite boîte à idées ici, maintenant que la soirée est terminée. Peut-être que vous avez un peu plus une idée de choses que vous voudriez voir abordées pour les prochaines éditions, puisque oui, il y aura des prochaines éditions. Je regarde mon boss qui me dit oui, donc c'est OK. Donc si vous avez voilà, des choses qui vous tiennent à cœur ou des choses que vous aimeriez entendre, en tout cas des expériences d'autres entrepreneurs ou autres, n'hésitez pas à nous les mettre sur le petit tableau. On fera de notre mieux pour les mettre en pratique, et ce, avec Thierry et toute l'équipe de Startup Vie. Un énorme merci à Startup Vie, d'ailleurs. Et alors, donc, j'ai bientôt fini. La chose importante qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui, en fin d'Export Talk Show, c'est que l'Export Talk Show, c'est une des initiatives que nous, on prend avec Hub pour vous accompagner à l'export et pour accompagner les nouveaux et les nouvelles entrepreneurs et euses. Mais ça n'est pas la seule initiative, puisque l'année prochaine, on va lancer un espèce d'incubateur à l'export, un programme Néo-Export, oui, qui consistera en 9 mois et plus d'accompagnement personnalisé avec des experts, etc. Où, voilà, si vous avez une idée ou si vous savez, si vous savez pas par où commencer, on sera là et vous ferez partie de notre batch d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à l'export. C'est quand même une super nouvelle. Et donc, je vais faire Thierry, vous pouvez applaudir. Voilà. Et je crois que j'ai terminé de parler. Je pourrais encore parler pendant des heures, mais je crois que j'ai terminé. Je vais vous laisser. Vous pouvez rester, je ne sais pas quelle heure il est, mais vous pouvez rester pour un verre, le reste du plateau de fromage. Et simplement pour discuter avec les gens autour de vous, c'est aussi ça le but de ce soir, c'est de créer une petite communauté ou une grande communauté d'exportateurs et exportatrices bruxellois et bruxelloises. Et donc, tant qu'on peut boire des verres et partager ça ensemble, c'est chouette. Voilà. Bonne soirée.